Tribune du savoir. Tribune du savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale 6 à Agbokou dans la ville de Port-Louis. Tribune du savoir, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Tribune du savoir, c'est avec Aflatoun International et l'appui financier de la Loterie nationale des Pays-Bas. Suivez Tribune du savoir tous les vendredis à partir de 17h sur Radio GDS 89.5 FM. Tribune du savoir, l'ONG Action Sociale vous donne l'information pour savoir bien agir socialement et financièrement. Amis auditeurs et auditrices de Radio GRDS FM, bien bonsoir, bonjour selon votre position d'écoute. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission Tribune du savoir sur la radio. Ce soir encore, nous sommes là pour vous parler éducation sociale et financière. Nous, c'est l'ONG Action Sociale en partenariat avec Aflatoun International. Grâce à l'appui financier de la Loterie nationale des Pays-Bas, le projet c'est NPL, le projet autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Je suis fidèle Sénat Vaudounon devant ce micro de l'autre côté de la baie vitrée. Il annonce Samuel Rundjor pour m'accompagner. Je ne suis pas seul en studio, je suis entouré de personnalités, j'ai envie de dire, de l'ONG Action Sociale. Il s'appelle Joris Bolanlé VUP. Il est directeur exécutif de l'ONG Action Sociale et par ailleurs responsable du suivi et évaluation du projet NPL. Joris, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, monsieur. Ajustez bien votre micro pour que... Voilà, c'est bon. Tout va bien au niveau de l'ONG Action Sociale? Oui, tout va bien. D'accord, j'en saurai un peu plus tout à l'heure. Eh bien, à côté de moi, du côté droit, j'allais dire, puis c'est du côté gauche que se trouve Joris VUP. Lui, il s'appelle Roch Wekessi. Il est facilitateur au sein de l'ONG Action Sociale sur le projet NPL. Roch, bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous portez? Ça va très bien. Et sur le terrain, par rapport aux diverses animations sur l'éducation sociale et financière, comment ça se passe? Ça se passe très bien avec les adolescents dont nous avons la charge. Alors, j'ai cru comprendre, depuis quelques jours, vous avez dû suspendre vos activités. Comment cela s'explique? Effectivement, on a suspendu pour un moment les activités à cause des fêtes de fin d'année qui étaient là, puisque nous sommes avec des cibles dont la plupart sont des artisans. Donc, c'est surtout pendant la période des fêtes qu'ils ont beaucoup plus de clients, ils ont beaucoup plus de travail. Donc il faut leur laisser de l'espace pour pouvoir travailler, quitte à reprendre comme sur des chapeaux de roue. Et je sais que vous revenez du terrain, j'ai ouï dire que vous étiez sur le terrain pour relancer la machine. Ben, merci beaucoup. Chers amis auditeurs de Radio GRDS FM, vous l'avez compris, c'est votre émission Tribune du savoir. Et ce soir, nous allons nous intéresser à un sujet qui relève peut-être du civisme pour d'autres ou de morale pour d'autres, mais toujours est-il que ça rentre en ligne de compte avec l'éducation sociale et financière dont nous faisons la promotion sur cette émission. Il s'agit bien entendu des droits et responsabilités. Droits et responsabilités en matière d'éducation sociale et financière. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? De quoi ça retourne? Quelles sont les notions sous-jacentes à cette thématique-là? Vous allez en savoir plus tout à l'heure. Mais bien avant, j'aurais... rafraîchir la mémoire aux amis auditeurs et auditrices sur ce dont nous avons parlé sur cette émission il y a environ, on va dire, 2 semaines. Eh bien, nous avons parlé de l'exploration personnelle, de la connaissance de soi. Nous avons parlé donc justement de cette question qui relève en réalité donc de la maîtrise de soi, de la connaissance de soi en tant que personne, en tant que unité dans un ensemble, dans une famille, dans une société, dans une entreprise, dans un quartier, de façon à savoir quels sont les interdits, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, bien dans la communauté à laquelle on appartient, et comment faudrait-il donc justement aborder les autres pour pouvoir distinguer le bon grain de livret, quels sont les bons amis, quels sont les mauvais amis, et comment on arrive
à les identifier. Je pense que c'est tout ça qui fait la force de l'éducation sociale et financière. Nous en avons parlé ici la dernière fois. Je ne sais pas, Joris Vempe, vous avez quelques idées pour rafraîchir la mémoire à nos auditeurs avant que nous n'abordions le thème donc de ce soir? Exactement. Je voudrais préciser que l'exploration personnelle est un élément important dans la vie des adolescents, de la vie de toute personne, parce que nous vivons en société et le plus important est d'abord de se connaître soi-même. Avant de chercher à connaître les autres, à comprendre son environnement, il faut d'abord se connaître. Donc c'est à partir de ce moment que vous pouvez arriver à cerner votre environnement et à vous déterminer par rapport à ça. Si vous voulez aller loin plutôt, vous devez essentiellement vous appuyer sur cette connaissance de soi et sur cette connaissance qui est liée à votre environnement pour pouvoir avancer et connaître du succès. C'est pour ça que nous avons estimé que il faudrait nécessairement faire de l'éducation sociale aux enfants pour les amener à connaître ces rudiments, en fait, ces thématiques basiques qui vont leur permettre de pouvoir avoir une certaine maîtrise de leur environnement. Je pense que c'est ce que je peux dire pour résumer rapidement ce qu'on a eu à dire. Merci à vous. Merci à vous, Joris Vempe. Nous avons la chance d'avoir quand même un facilitateur sur ce plateau. Roch Wekessi, vous qui n'avez de cesse que de ressasser ces notions avec les apprenants. C'est vrai, nous sommes maintenant à la radio, il est question donc d'en parler à toutes les personnes, à toutes les couches, à toutes les catégories socio-professionnelles. Alors dites-nous brièvement, quand on parle de l'exploration personnelle, qu'est-ce qu'il faut en savoir? Qu'est-ce qu'il faut en tirer pour l'éducation sociale et financière qui nous permette réellement d'être épanouis et d'être donc dans la dynamique de notre développement et du développement communautaire, j'ai envie de dire. Okay. Alors, lorsqu'on parle de l'exploration personnelle, comme l'a dit déjà DE, c'est le fait de se connaître soi-même, de connaître sa personnalité, c'est très important. Et je ne vais pas reprendre tout ce que DE a dit, mais de façon pratique, lorsque nous sommes sur le terrain, vu que nous sommes avec des adolescents qui sont en apprentissage et ils font dans certains ateliers un grand nombre, alors ce que nous mettons en place de façon pratique, c'est de leur montrer lorsque on veut rester ensemble, c'est qu'il faut se connaître soi-même. Alors qu'est-ce que nous proposons? Nous leur proposons en fait de dire, lorsque vous venez quelque part, vous devez déjà identifier en vous-même ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez, et vous devez pouvoir le communiquer aux autres. Je ne vous arrête pas, hein, je précise que tout ceci s'impose à tout le monde. Ceci est valable pour tout le monde. Pas le cas spécifique seulement des adolescents que vous avez en charge, mais pour tout le monde, pour grands et petits, pour patrons et apprentis. C'est important de savoir qui on est et de pouvoir déterminer déjà ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas avant d'intégrer une communauté. C'est bien ça. Okay, je vous laisse continuer. Donc, en fait, je répète cela parce que la plupart des adolescents n'ont pas cette connaissance-là. Ou bien ne font pas ce travail-là sur eux-mêmes d'abord avant de venir rester en groupe avec les autres. Si bien qu'il y a souvent de disputes, il y a souvent, je vais même dire dans un seul atelier, vous pouvez avoir par exemple 3 groupes qui ne s'entendent pas, c'est-à-dire l'autre groupe qui sont des amis, l'autre groupe qui sont des amis qui ne sont plus amis avec les autres. Vous voyez, et tout ça, c'est parce qu'on ne se maîtrise pas soi-même, on n'a pas une certaine connaissance de ce que l'autre, ou bien de ce que l'autre aime et n'aime pas, et de ce que l'autre également n'aime pas. Et puis on est là à se chamailler, à ne pas savoir ce que nous sommes et ce que les autres sont. Parce que ce n'est pas forcément de savoir d'abord ce que nous sommes, c'est aussi savoir ce que les autres sont. Exactement. Or, si on veut comprendre ce que les autres sont, c'est d'abord parce qu'on sait ce qu'on est d'abord. Exactement. Parce que vous ne pouvez pas comprendre les autres si vous-même vous ne vous connaissez pas d'abord. Donc c'est un peu ce que nous leur apportons de façon pratique. Merci beaucoup. Je voudrais insister un peu sur la question pour demander cette fois-ci à Joris Vempe pour l'ensemble des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent. Alors, quand on sort un peu du champ de la cible des adolescents, qu'est-ce que les adultes, les personnes lambda qui nous écoutent doivent pouvoir retenir de façon vraiment pratique sur la question de l'exploration personnelle en termes de connaissance de soi et de connaissance donc des autres pour un environnement harmonieux? Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est d'abord la connaissance de soi qui se détermine par le savoir
que j'ai de moi-même. Est-ce que vous voyez? Le savoir que j'ai de moi-même. Quelles sont mes forces et faiblesses? Quels sont quel type d'émotion me fait succomber, par exemple? Quelle passion j'ai? Est-ce que vous voyez? Et quelle est la personnalité que je peux me forger pour avancer dans la vie? Et cette personnalité doit être en corrélation avec certains facteurs de mon environnement. Si je suis colérique, par exemple, et je suis dans un milieu où les gens ne sont pas comme ça, je risque d'être stigmatisé et d'être mis à l'écart. Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons nous connaître et nous adapter chaque fois à l'environnement qui se propose à nous. Je pense que cette connaissance-là part de là, et si j'arrive à tout contextualiser, je peux avancer dans la vie sans trébucher. Merci beaucoup, merci à vous. Nous allons enfin pouvoir aller dans le vif du sujet de ce soir qui porte, je le rappelle, sur les droits et responsabilités. Je rappelle à tous les amis auditeurs qui viennent peut-être de prendre notre train en marche qu'il s'agit de l'émission Tribune du Savoir de l'ONG Action Sociale portant sur l'éducation sociale et financière dans le cadre du projet Autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Nous sommes justement dans cette émission pour porter cette information au-delà de nos cibles réglementaires, au-delà donc des adolescents dont nous nous occupons au niveau des ateliers d'artisans un peu partout à Porto Novo, à Promisérité, à Dango, à Semekpodi ou à Diara. Alors, nous allons parler, je le disais tout à l'heure, de droits et responsabilités. Quand on parle de droits et responsabilités, qu'est-ce que je dois comprendre? De quoi ça retourne? Est-ce que vous nous parlez là de je sais pas, de droit en termes donc de pouvoir judiciaire, de loi et tout? Alors, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que mon papa qui nous écoute doit pouvoir retenir donc de cette notion en termes d'éducation sociale et financière? Alors, pour répondre à votre question, je crois que la première des choses sur laquelle il faut mettre l'intention, c'est que tout d'abord, la première fonction du droit, c'est de pouvoir réguler les rapports entre les humains. Ouais. Donc, ce n'est pas ici, on n'est pas ici dans le cadre de parler des droits juridiques et tout. Mais toutefois, on ne peut pas parler du droit sans un peu parler du juridique. Voilà, parler un peu de l'arsenal juridique, mais quand même, on essaie quand même de prendre, par exemple, lorsque je prends l'exemple des conventions qui existent et qui parlent des droits, par exemple, de l'enfant, de l'homme, de la femme, etc. On essaie de voir dans les contextes, je vais dire, locaux, qu'est-ce qui est dans ces genres de conventions-là qu'on peut prendre pour pouvoir expliquer les rapports entre les individus, surtout au niveau des adolescents. Nous prenons par exemple, on se base beaucoup plus sur ce qui concerne les adolescents en termes de droits. Voilà. Donc on essaie de porter ces informations-là au niveau des adolescents pour qu'ils puissent en réalité comprendre je vais dire, les facettes multiculturelles qui existent dans la société et comment ils peuvent vivre avec ces genres de facettes-là. Donc je crois que c'est sur ce sujet-là, c'est ce que nous essayons de montrer. Il est donc question de faire comprendre, chers amis auditeurs, à chacun de nous que la notion de droit relève tout simplement de ce que nous faisons nous-mêmes et que nous pouvons nous permettre de faire, mais dans le champ de ce qui est permis. Et donc la responsabilité commence à partir du moment où nous savons que voilà, ce que nous faisons juste là, et ça dépasse donc notre champ de permission, d'autorisation, et que nous serions donc à partir de ce moment en train d'empiéter sur donc les droits d'autrui, un peu comme pour dire que notre droit finit là où commence celui des autres. C'est un peu ça. Joris, je me tourne vers vous pour dire, mais dans le contexte actuel de droit et de responsabilité, voilà, c'était quand même les fêtes de fin d'année dernièrement. Je mets ma musique à fond. Peut-être je suis dans une location, j'ai des voisins et tout. Mais c'est quand même la fête, je mets ma musique à fond et puis je suis dans ma live, comme on le dit là. Exactement. Est-ce que cette notion de droit là, je risque donc de l'enfreindre en faisant ainsi, ou bien comme on sait que c'est la fête par exemple et que bon voilà, je mets la musique à fond, ça pourrait donc passer par exemple? Je voudrais savoir. Non,
Je pense que, comme vous l'avez su, et vous avez su le dire tout à l'heure, mon droit s'arrête là-haut, commence celle de l'autre. Dès que je mets ma musique à fond, je dois savoir que je crée de la nuisance. Et au Bénin, il y a une loi sur la nuisance, sur la réglementation de tout ce qui est son, bruit. Donc, à partir de ce moment, je sais que je suis, et je ne dirais pas en délinquance par rapport à la loi, mais je sais que je suis en train d'enfreindre la loi. Donc, je dois savoir que à un certain moment de la journée, si je dois faire la fête, je dois baisser le décibel pour permettre à ceux qui sont à côté, qui sont arrivés, qui sont fatigués, qui doivent se reposer, de pouvoir le faire convenablement. Donc, je voudrais aussi revenir sur un aspect des choses, parce que lorsqu'on parle de droit, quand vous demandez à nos adolescents, nos cibles, qu'appelle-t-on droit, ils disent souvent, et c'est vrai, que c'est ce qui leur est dû, leur dû. Ce qu'on leur doit. Ce qu'on leur doit. Est-ce que vous voyez? Donc, quelque part, c'est vrai, parce que sur l'ensemble des règles, tout ce qui concerne la protection de l'enfant, il y a un certain nombre de droits que ces enfants-là ont besoin, ont besoin exactement. Des droits qui leur sont accordés. Accordés exactement. Donc, lorsqu'on parle de droits et responsabilités, ils vont rapidement sur ce schéma des choses. Et je pense que quelque part, c'est aussi vrai. Et à partir de ce moment, on leur dit, lorsque vous réclamez vos droits, qu'est-ce que les autres qui vous les accordent, qu'est-ce qu'ils doivent attendre de vous? C'est-à-dire, ce qui implique rapidement le droit, c'est le devoir. Et le devoir, c'est quelque part la responsabilité aussi. Si je réclame chaque fois mon droit et je ne fais rien pour assumer mon devoir, je suis incorrect, je ne respecte pas le principe. Autant je suis prêt à ce qu'on me donne des droits, autant je serai aussi prêt à exécuter mes devoirs. Donc, il n'est pas question seulement de s'en tenir à ces droits. Il faut aussi reconnaître que, eh bien, pour que les autres puissent aussi jouir de leurs droits, nous avons aussi des responsabilités à assumer vis-à-vis donc des autres. Je pense que c'est tout l'intérêt de l'éducation sociale et financière pour un mieux vivre ensemble, pour que chacun soit donc heureux, chacun soit à l'aise dans sa position, parce que, eh bien, exerçant son droit dans le strict respect, eh bien, donc, des droits des autres à travers donc la notion de responsabilité qui doit accompagner l'exercice donc de ces droits-là. Alors, je reviens vers le facilitateur maison, j'ai envie de dire, parce que j'ai fini par comprendre qu'il tient beaucoup plus donc aux notions à l'endroit de ces facilitateurs plutôt qu'à l'endroit de tous mes auditeurs, grands comme petits. On va faire avec d'une façon ou d'une autre. Alors, dites-moi de façon précise, à votre manière, quand vous parlez donc de droits et responsabilités à vos cibles, c'est par rapport à quoi? En tenant compte de nos vies de tous les jours, sur quoi vous basez-vous? Quels sont les mécanismes qui sont en place? Quelle est l'approche bien pour toucher du doigt ces questions-là qui relèvent quand même donc d'un aspect prépondérant de notre communauté, de notre vie d'ensemble? Parce que si bien, je ne respecte pas les droits des autres, c'est évident que bien, on ne respectera pas mes droits aussi et vice-versa, et salue donc le chaos. Alors, comment vous prenez-vous? Alors, je rappelle ici que nous sommes dans un cadre d'un projet où nous sommes en face surtout des adolescents. Donc, lorsque nous sommes dans les ateliers pour les animations, on prend en compte surtout dans leur entourage immédiat de quels droits ils ont besoin. Et comme l'a dit Deux tout à l'heure, ils doivent savoir déjà que par exemple, je suis coiffeur. Dans mon atelier, vis-à-vis de mon patron, vis-à-vis de mes autres camarades, j'ai tel droit. Mais en même temps, ils doivent savoir également, parce que pour bénéficier d'un droit, il faut également faire quelque chose, c'est-à-dire accomplir aussi ses devoirs. Alors, donc ça veut dire, lorsque nous allons dans les ateliers pour aborder cette thématique-là, nous nous appuyons beaucoup plus sur ce qui les concerne dans les ateliers. Alors, c'est vrai que les enfants quittent un milieu donné, c'est-à-dire la maison avant de venir à l'atelier. Alors, nous essayons également de leur montrer à la maison quels sont également leurs droits vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leurs
En tout cas, oui, c'est ça que je voudrais justement parler. Ils ont droit à quoi, et puis les parents en retour ont le devoir de quoi, et eux-mêmes ils ont quel devoir envers les parents, par exemple. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu cette dialectique-là en réalité. Alors, on sait tous que lorsqu'on parle des droits, on parle des enfants, le premier c'est le droit à l'éducation. Alors ici, même s'ils ne sont pas dans l'école, je vais dire une éducation classique, ils sont quand même dans un atelier d'apprentissage qui constitue également formation professionnelle. Voilà. Alors par rapport, lorsque nous prenons ce champ-là, on peut déjà dire que lorsqu'ils viennent en atelier, ils ont droit à une éducation de qualité. D'accord. Et déjà, quand on leur dit qu'ils ont droit à une éducation de qualité, je crois que les enfants même comprennent déjà. Parce que quand on pose les questions, ils vous disent, quand vous les aidez à mieux comprendre, ils vous disent que le patron qui leur donne la connaissance doit véritablement leur donner la meilleure connaissance. C'est-à-dire jusqu'au fin fond où le patron même maîtrise le travail qu'il est en train de faire. Ils estiment que ça, c'est le devoir du patron. Voilà, le devoir du patron qui constitue leur droit à cette meilleure formation. Voilà. Alors que, comme l'a dit tout à l'heure, très souvent les enfants n'identifient que le droit et ils n'associent pas en même temps leur devoir à ce droit-là. Alors c'est là constitue notre travail en tant que facilitateur. Alors on essaie de leur montrer. Puisque j'avoue, si vous leur demandez quels sont leurs droits dans l'atelier, ils vont vous citer pas mal. Mais quand vous venez sur le devoir, il y a un silence radio. Donc, c'est pour dire quoi? Le travail... C'est la preuve que c'est de bons béninois. Oui, en fait. nous avons bien nos droits, mais personne ne veut assumer les responsabilités. Donc, nous, le vrai travail que nous faisons, c'est d'insister sur le fait que pour bénéficier de ces droits qu'ils ont connaissance, ils doivent forcément aussi faire quelque chose en retour. Alors, par rapport que le patron vous donne la connaissance comme cela le faut, il faudrait que vous-même, vous puissiez, par exemple, respecter les consignes données par le patron, venir à l'heure en atelier, suivre, ne pas laisser le patron dormir, nettoyer l'environnement du travail. Donc, toute une consigne à respecter pour pouvoir véritablement bénéficier. Alors, là où il y a même le truc, c'est le respect. Parce que lorsque vous voulez apprendre quelque chose de quelqu'un et vous ne le respectez pas la personne, vous ne créez pas le champ, le climat qu'il faut. Vous ne favorisez pas la personne à vous donner véritablement ce qu'il faut. Nous, on insiste sur cet aspect-là. Alors ça, c'est un premier point. L'autre, qu'ils identifient beaucoup plus, c'est qu'ils ont droit à leur diplôme. Ouais, ils ont droit à leur diplôme. Alors lorsque ils vous disent qu'ils ont droit à leur diplôme, on essaie de leur demander. Encore faudrait-il qu'ils assimilent bien la formation pour voilà, donc on leur dit en même temps que si vous voulez votre diplôme, parce que ce qu'on essaie même de leur dire, lorsque vous voulez réclamer le droit après, parce qu'on a une thématique, on parle de défendre ses droits. Lorsqu'on veut réclamer le droit après, c'est qu'il faut être sûr et certain qu'on a accompli en amont ses devoirs. Et même si vous irez voir quelqu'un qui va vous aider à défendre vos droits, il faut véritablement... Parce que je suis sûr que quand vous allez voir... C'est valable, c'est là où je suis en phase avec vous, c'est valable pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est pas forcément pour les adolescents. En fait, c'est vrai que nous, dans ce cadre, nous sommes avec les adolescents. On espère que, je crois même ce qu'on fait là, ça participe parce que déjà, ceux qui ne sont pas adolescents puissent déjà commencer à se remettre en question par rapport à certaines choses. Et donc, ceci dit, quand ils parlent de diplôme, on leur dit, d'accord, vous voulez votre diplôme. Mais est-ce que, tout d'abord, je crois que lorsqu'on veut aller en atelier, un contrat qui est signé, est-ce que vous avez respecté déjà l'année du contrat que vous deviez faire? Maintenant, est-ce que vous avez assimilé correctement les notions par rapport à ce que vous voulez apprendre? Est-ce qu'il n'y a pas de reproche vous concernant vous-même d'abord? Ouais, donc on essaie de... Et je crois, lorsqu'on fait ce genre de... On arrive à faire ce genre de discussion parce que il faut dire que c'est vraiment interactif. Voilà, c'est beaucoup participatif. Donc, ça amène quand même les adolescents à comprendre qu'effectivement, quand on a un droit, c'est qu'il faut faire quelque chose en amont pour pouvoir en bénéficier. Donc, c'est un peu ça. Il y en a trop, on ne peut pas s'étaler ici. Je comprends. On va revenir là-dessus tout à l'heure. J'aurais rappelé une fois de plus aux amis auditeurs et auditrices qu'ils suivent en ce moment même leur émission Tribune du Savoir, une émission de l'orientation sociale sur l'éducation sociale.
et financière dans le cadre du projet NPL que nous appelons Autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Un projet de Aflatoon International financé par la Loterie nationale des Pays-Bas et mis en œuvre ici dans le département de Lomé par l'ONG Action Sociale. Ce soir, nous parlons de droits et responsabilités. Je voudrais rassurer les amis auditeurs et auditrices qui ont envie justement de donner leur avis sur cette émission, de participer, de faire des observations, de poser des questions, que cela reste bien possible à travers les numéros de la radio. Je voudrais rappeler les 97 61 85 80 ou le 94 03 03 58. Je rappelle 97 61 85 80 94 03 03 58. Nous revenons sur ce plateau avec vous, Joris Veumpe, cette fois-ci, pour nous intéresser véritablement à l'importance de cette notion ou de ces notions de droit et responsabilité. Alors, quand on en parle, quelle est l'importance de ces éléments qui sont constitutifs tout de même quand même des éléments de base en matière de droit et responsabilité? Quelle est l'importance donc de ces notions dans l'apprentissage et l'épanouissement d'un homme? Quand vous parlez d'éducation sociale et financière, quelle place nous pouvons accorder justement à ces notions de droit et responsabilité? Je pense que c'est d'abord le fondement de ce qui fait de vous un être humain dans la société. Si vous ne maîtrisez pas ces principes, vous risquez de trop vous étaler. Donc, il y a un certain nombre de cadrages, de réglementations, de rapports de force même en société. Et lorsque vous arrivez à maîtriser ces principes, ces droits et responsabilités, vous savez là où vous mettez les pieds, vous connaissez vos limites, vous connaissez vos droits, vous connaissez tout ce qui peut vous amener à aller de l'avant. Et vous n'allez pas tomber dans les pièges de la vie. Mais si vous ne maîtrisez rien de tout ça, et vous vivez comme ça, vous faites tout ce qui vous passe par la tête, là, vous allez tomber dans le panneau. Donc, il est essentiel qu'à ce niveau, on puisse parler de ces droits et responsabilités à nos adolescents, parce que c'est d'abord des citoyens de demain. Donc, c'est pour ça que nous avons focalisé le travail sur cette cible-là, parce que nous estimons que nous voulons changer la perception de l'homme. La perception que nous avons de l'homme, nous voulons le changer. Nous voulons que ces individus-là puissent devenir demain des citoyens de type nouveau. Un citoyen de type nouveau qui ne connaît pas ses droits et responsabilités, vous voyez que ça pose un problème. Donc c'est d'abord un fondement de base qui fait de l'individu quelqu'un de sûr, quelqu'un qui saura comment se déterminer dans la société, parce que la société est réglementée par des règles de vie, des règles juridiques, des règles qui lui permettent de savoir qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Donc c'est un fondamental sur lequel nous travaillons pour que demain nous puissions avoir des citoyens socialement adaptés. Vous parlez, j'ai oublié la formule, des citoyens de type nouveau, socialement aguerris et financièrement responsable. Oui. Voilà, c'est la formule, ça, je finis pas de trouver. Merci beaucoup, Joris, pour ces explications. Je me tourne vers Roch Wakessi cette fois-ci pour nous parler du même sujet. Et alors, que pensez-vous, vous autres, de l'importance de ces notions de droit et devoir, pour ne pas dire droit et responsabilité? En quoi c'est vraiment utile pour petits et grands, femmes et hommes, pour adolescents et adultes? En quoi c'est si important dans le contexte de l'éducation sociale et financière? Alors, le droit est vraiment important de le connaître, si je peux. En fait, ça permet d'abord de... Parce que si vous ne connaissez pas vos droits, vous ne pouvez pas les réclamer. Vous ne pouvez pas les défendre. Donc tout d'abord, à soi-même, ça permet de savoir ce à quoi je suis disposé, d'accord, et de pouvoir les réclamer s'il y en avait véritablement, si vous n'avez pas ça dans certaines situations. Alors l'autre chose, c'est de pouvoir également reconnaître que si vous avez droit à telle chose, c'est que forcément l'autre aussi a droit à cela. Donc il faut aussi, là maintenant ça permet de rester dans une disposition où on peut également respecter le droit de l'autre. Et vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque je prends
des thématiques comme genre et rôles sociaux, par exemple, on sait que il y a une certaine discrimination à l'égard des femmes, par exemple, ou à l'égard de certains groupes sociaux. Je prends par exemple le cas des handicapés, par exemple. Alors tout ça, parce que quand on essaie d'étudier ou bien de discuter au sujet du droit et responsabilité, on n'oublie pas les groupes de personnes qui existent. Je prends le cas des femmes, des enfants, des jeunes filles, des handicapés et tout. Donc ça permet, parce que vous savez aujourd'hui, il y a, comment je vais dire, des conventions qui existent pour protéger tel groupe de personnes, etc. En fonction de leur vulnérabilité. Très bien, c'est le mot même. Donc, ça permet de balayer tous ces champs-là pour qu'on puisse comprendre que lorsque je suis en face de telle personne, il a tel droit et je dois m'efforcer de respecter cela. Donc, l'important de cela est principalement, je devais dire une phrase tout à l'heure, en réalité, les forces dans les rapports. Les rapports de force. Voilà, les rapports de force. Oui. C'est-à-dire, si déjà on peut remplacer ces rapports de force-là par les rapports de droit, je crois que le tout est chacun serait dans son couloir, il n'y aura pas de problème. Il y aura harmonie. Voilà, il y aura une harmonie. C'est justement l'importance de parler du droit. Parce qu'on ne peut pas vouloir rester ensemble et prôner, comment je vais dire, le vivre ensemble, sans qu'on ne puisse avoir un certain respect. Parce que c'est des règles, en fait. Des règles, oui. Des règles, en fait, je vais dire des règles de base. Si vous adoptez ces règles-là, voilà, la vie en commun. Vous l'aviez dit au départ, vous avez donné un slogan au départ, là où, comment on appelle oui, mon droit finit là où commence. Là où commence, voilà. Donc c'est déjà ça, c'est déjà l'importance. Parce que si vous ne savez pas encore vos droits, vous ne savez pas là où ça termine, là où commence celui des autres. Donc vous rejoignez Roch Wakessi quelque peu. J'aurais un peu qui disait tout à l'heure que les notions de droit et de responsabilité sont même le fondement de ce qui fait de nous des êtres humains oui. dans la société. Et je dirais que c'est d'ailleurs donc ces notions qui conditionnent véritablement la paix. Oui. Parce que vous imaginez si en circulation chacun ne respecte pas justement son devoir ou ses devoirs, en permettant à l'autre de jouir de ses droits, vous voyez un peu la cacophonie dans la circulation. Ce que ça peut créer. Il en est de même déjà dans l'unité familiale où si le père ne joue pas son rôle dans ses devoirs, et donc il ne peut pas être en droit de réclamer ses droits sur ses enfants, sur sa femme et ainsi de suite. Donc je pense que c'est une notion transversale qui intègre toute notre vie et qui permet justement donc d'assurer une certaine harmonie dans la société. Comme même dans le milieu du travail, vous ne, oui, encore plus dans le milieu du travail. Les tâches qu'on vous a données, vous n'avez pas exécuté ces tâches et vous prétendez à la fin du mois qu'on vous paie. Ça pose un problème. Exactement, ça pose un problème. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler à tous nos amis auditeurs auditrices qui souhaitent nous joindre sur cette émission que nos lignes sont ouvertes. Il s'agit des 97 61 85 80 94 03 03 58 avec la complicité de Samuel Ronjo qui assure l'accompagnement technique de cette émission. Nous allons évoluer dans notre thématique du jour qui porte, je le rappelle, sur les droits et responsabilités. Alors, Roch Wakessi, je me tourne vers vous, c'est vous le spécialiste maison, comme je le disais, vous le facilitateur. Alors, dites-moi, quels sont les outils que vous utilisez et qui servent de base à l'enseignement des droits et responsabilités, et bien entendu, par extension, à l'enseignement de l'éducation sociale et financière? Alors, comme outil, je crois que déjà dans mon intervention tout à l'heure, j'en ai fait cas. Et je crois également que nous travaillons sur un projet promu par Aflatoon International. Donc cette organisation déjà reconnaît, je vais dire, les droits de l'homme des Nations Unies. Et je vais dire principalement, nous, en tant que facilitateurs, lorsqu'on veut parler des thématiques liées aux droits et responsabilités, on se base beaucoup plus sur les différentes conventions des droits qui existent. Je prends par exemple la Convention du droit relative, comment je vais dire,
la convention relative plutôt aux droits de l'enfant et la convention relative aux discriminations faites aux femmes, puisque dans les... Vous parlez de la discrimination positive en faveur des femmes, c'est ça? Des femmes, oui. Okay. Dans les ateliers où nous parcourons, il y a, comment on appelle, la plupart sont des filles. Des filles, donc... oui, puisqu'il faut le dire, hein, nous avons beaucoup plus des ateliers de coiffure, de couture, voilà. Et donc c'est des métiers dans lesquels on rencontre beaucoup plus de filles. De filles, voilà. Donc, ce sont ces outils-là, je vais dire, tout ce qui concerne les conventions et je vais dire l'arsenal juridique qui existe aussi au niveau national. On essaie de parcourir tout cela pour identifier ce qui permet en réalité de parler de droits et qui concerne tel groupe sociaux, etc. Donc c'est ça on utilise pour pouvoir porter l'information en termes de droits au niveau des adolescents pour qu'ils puissent comprendre que leur concernant, il existe tel droit. Par exemple, lorsqu'on dit par exemple le droit de se nourrir, par exemple. Ouais. Par exemple, lorsqu'on dit aux adolescents que vous avez le droit d'être nourri, il ne faut pas oublier qu'il est aussi de leur devoir de ne pas gaspiller également la nourriture. Voilà. Donc, sur ces champs-là, puisque nous ne sommes pas, comment je vais dire, des spécialistes de droit, on essaie de parcourir ces outils-là. Dans des cas pratiques. Des cas pratiques, voilà. On essaie de parcourir ces outils-là, identifier quels sont les droits qui existent, qui sont pour les enfants, et en même temps, on essaie d'identifier déjà quels sont les devoirs qui sont associés à ces droits-là, et on essaie de partager avec les adolescents. Merci beaucoup. Il est 17h passé déjà, de 36 minutes dans les studios de Radio GRDS FM 89.5 en bande FM. Chers amis, vous écoutez votre émission Tribune du Savoir qui traite de l'éducation sociale et financière. Joris Bolanlé Veoupé, il est responsable suivi évaluation et par ailleurs directeur exécutif de l'ONG Action Sociale. Il est notre invité sur l'émission de ce soir. En face de lui, Roch Wekessi, il est facilitateur sur le projet NPL au sein de l'ONG Action Sociale. Alors, Joris Veoupé, sur la même question, les outils de base. Cette fois-ci, je voudrais revenir sur, les outils pédagogiques en termes donc d'éducation sociale et financière et plus particulièrement donc des notions de droit et responsabilité. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir sur ces outils-là selon vous? Je dirais qu'au-delà de ce que Roch vient d'expliquer et qui concerne le régime juridique applicable aux droits et responsabilités, je pense que pour passer le message, nous avons d'autres outils, les outils d'Aflatoon International qui sont en fait la méthodologie utilisée par Aflatoon pour pouvoir animer les clubs, pour pouvoir exposer ces différentes thématiques à nos adolescents. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de méthodologies qui sont utilisées pour pouvoir passer le message, et je crois que qui sont en réalité des méthodes, comment vous dites déjà, c'est le mot qui m'échappe en fait, des méthodes actives. Actives, oui. Voilà. Et qui met l'individu, en fait le facilitateur n'est qu'un accompagnateur. N'est que facilitateur. Facilitateur, exactement, comme le mot le dit, oui. Pour amener la cible à la lumière, pour dire ça plus simple. D'accord, merci beaucoup. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Il est question en matière donc de droits et responsabilités au-delà des cibles traditionnelles donc de l'ONG Action Sociale sur la question de l'éducation sociale et financière, que chaque individu, grand ou petit, femme et homme, puisse comprendre que, nous avons des droits certes, mais ces droits-là n'ont de sens que la responsabilité ou les responsabilités qui, les accompagnent. Et c'est ça qui constitue même la base même de notre vivre ensemble, et qui ne saurait donc être permis donc d'exercer ces droits et uniquement ces droits sans jamais faire ses devoirs, accomplir ses responsabilités pour permettre aux autres aussi de jouir de leurs droits. Nous avons encore environ 15 minutes dans ce studio. Je voudrais revenir sur la question même donc de droits et responsabilités. Alors, pouvons-nous
partager avec les auditeurs quelques notions de droit et responsabilité enseignées à vos bénéficiaires. J'ai vu lors des dernières tournées, vous parlez par exemple donc du gaspillage, vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Le gaspillage ne s'applique pas seulement à la nourriture, il y a d'autres formes de gaspillage, et par exemple, il y a l'ambiance au sein de la communauté, que ce soit en atelier ou dans notre propre maison. Il y a l'ambiance au travail. Eh bien, comment on arrive justement à gérer justement les lignes rouges entre le droit et la responsabilité pour que chacun dans son rôle puisse se sentir à l'aise. Alors vous pouvez nous monnayer un peu ces notions pour rendre la notion encore plus assimilable à nos auditeurs. Oui, déjà en étant en face des adolescents, nous on préconise 3 champs. C'est-à-dire le rapport qui existe entre l'adolescent qui est en apprentissage avec son patron, le rapport qui existe entre les apprentis eux-mêmes et les rapports qui existent maintenant entre ces apprentis et en tout cas toute leur famille à la maison. Effectivement, le rapport entre eux également et les clients. Donc, sur ces champs-là, on essaie d'aborder ce qui rentre en ligne de compte avec chaque champ. Si on prend l'exemple du rapport, vous avez déjà parlé du rapport entre le patron et l'apprenant. Alors quand on prend par exemple le champ du rapport entre l'apprenti, c'est-à-dire l'apprenant, et les clients par exemple. Bon, lorsqu'on prend le champ du rapport entre l'apprenant et les clients, en termes de droit, comme on a l'habitude de le dire, le client est roi. Donc ça veut dire que quand le client vient, vous devez déjà savoir qu'il est de votre droit de bien l'accueillir. De votre devoir de bien l'accueillir. Pardon, de votre devoir de bien l'accueillir. Parce que c'est ce devoir qui constitue le droit du client. Du client, oui. Donc, et de le respecter, comment je vais dire, de comprendre, bon, peut-être qu'on va revenir sur ces notions après, de comprendre ses exigences et d'être quand même, d'adopter une certaine position pour pouvoir véritablement satisfaire ce client-là sans qu'il n'y ait pas de problème, de frustration et tout. D'incompréhension et tout. Donc c'est justement ce que nous disons depuis à l'entame, c'est de comprendre là où s'arrête votre droit et de savoir là où commence le droit de l'autre. Même si, je prends un exemple, on suppose qu'il y a des clients qui viennent et puis on l'entend même, il y a des clients qui viennent et puis disent que bon, c'est les apprenants qui le disent, que les clients lancent certains mots qu'eux ils n'apprécient pas et tout. Alors donc dans ces champs, par exemple, on essaie de leur dire, puisque la personne est venue pour faire un travail chez vous, c'est vous qui devez savoir dans quelle position il faut rester et avoir, je vais dire, une certaine humilité pour accepter et faire le travail, et même, vous pouvez même dans votre façon de gérer, amener même le client à changer de perception par rapport à ce qu'il est en train de dire et tout. Donc par rapport à leur rapport avec le client, surtout ce que nous les enseignons, c'est la patience, l'humilité pour pouvoir accéder justement à la requête du client, mais dans la mesure du possible. Parce que, bon, vous savez, il y en a de tous les acabits. Oui, bon, c'est ce que je disais. Bon, voilà. Vous êtes là pour faire un travail, pour pouvoir... Là, vous voulez gagner c'est votre gagne-pain, en fait. On va quand même pas permettre, je sais pas, à un jeune homme qui vient dans un salon de coiffure de commencer à avoir quand même un certain nombre de gestes à l'endroit des jeunes filles, des jeunes apprentis filles dans l'atelier. C'est justement ce que je dis, qu'il faut savoir quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour pouvoir... Puisque, vous savez, lorsque vous voulez être en paix avec les autres, ce n'est pas... comment je vais dire, dans l'adversité. Dans l'adversité, voilà. C'est qu'il faut chercher les moyens, même si vous voyez que celui qui est en face de vous n'est pas très commode. Il faut essayer de voir quels sont les mécanismes pour pouvoir gérer. Je crois d'ailleurs que ce que vous enseignez à ces adolescents, nous en envoyons des témoignages, leur permettent véritablement d'avoir aujourd'hui les côtés franches pour affronter ces genres de situations, d'être capable donc de s'adapter à un certain nombre de situations et de pouvoir s'en sortir. Avec vous, je voudrais revenir sur la même leçon, mais cette fois-ci par rapport au rapport en situation de travail.
Nous sommes dans les questions de droit et responsabilité. Nous sommes dans une société, dans une entreprise, dans un service. Voilà comment on gère justement ces interactions-là de façon à ce que chacun puisse quand même se sentir à l'aise dans son rôle, dans son rôle au sein justement de cette communauté, même si c'est une communauté professionnelle que l'on constitue. Comment il faut s'y prendre? Quels sont les conseils que vous aurez à nous donner pour que ceci puisse édifier les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, pour connaître quand même ces notions d'éducation sociale et financière qui permettent donc le mieux vivre même en situation de travail? Ok, je crois fortement que il faut partir d'un ensemble de règles, d'une convention. Lorsqu'on est quelque part, il faut établir des règles. On met en place un certain nombre de règles auxquelles tout le monde croit. Et à partir de ça, chacun essaie maintenant de s'identifier par rapport à la règle de droit qui est là et de se déterminer. Je ne vous arrête pas, je voudrais juste partager ça avec les auditeurs. C'est que souvent les séances de formation en éducation sociale et financière, me semble-t-il, commencent par là. Exactement. C'est déjà à l'entame, on établit ce que vous appelez le règlement intérieur. Et on dit qu'est-ce qu'on doit faire, on énonce, pas faire. Exactement, on énonce ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et tout le monde est d'accord. Et on valide ça. À partir de ce moment, c'est rare que quelqu'un osera enfreindre à un principe. Puisque lui-même il a participé à ça. Il a participé à l'élaboration de ces principes-là. Il est d'accord. Et à partir de ce moment, je pense que tout peut aller plus facilement. Mais lorsque il n'y a pas de règles établies, chacun vient seulement selon ses humeurs, selon ses intérêts, je pense qu'on risque d'avoir un chaos. Donc il faut partir nécessairement par un ensemble de principes que chacun puisse se dire, bon, par rapport à l'établissement de ces principes-là, j'y ai participé, je pense que cela me sied, je peux me conformer à ça, et puis on peut se lancer comme ça, et puis ça peut prendre. Mais s'il n'y a pas de règles, ça devient une jungle, chacun fait ce qu'il veut, et on ne pourra pas aller de l'avant. Oui, je sens que Roch ce que je voudrais compléter tout à l'heure, c'est par rapport à ce que je disais. Par exemple, lorsque vous êtes en rapport avec quelqu'un, la première des choses, c'est de pouvoir mettre dans la tête que vous voulez accomplir votre devoir. Puisque en accomplissant ce devoir, ça appelle directement à votre droit. Ouais, c'est pourquoi tout à l'heure je disais, par exemple, lorsqu'il y a un client qui vient en atelier, vous commencez par le respecter et tout, le client n'a pas d'autre choix que de vous respecter en même temps. Ça veut dire quoi? Ce respect que le client vous... On vous retourne ce que vous donnez. Voilà, ce respect que le client vous donne constitue votre droit vis-à-vis de lui. Et également, le bon accueil que vous donnez à ce client-là est votre devoir envers lui. Vous voyez, donc c'est un truc de... C'est interactif à ça, quoi. Voilà. Cause à effet, quoi. Cause à effet. Vous voyez, et ce sur quoi il faut vraiment insister, c'est que c'est soi-même d'abord. On doit commencer par le faire pour savoir qu'en retour, on aura le bénéfice de ce qu'on est en train de donner. Donc, faire le devoir pour maintenant, finalement, recevoir le droit. Exactement. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant d'aborder donc la dernière ligne droite de la conclusion, j'allais dire, de cette émission, je voudrais que nous revenions justement sur cette notion de droit et responsabilité dans le contexte, je vais dire, beaucoup plus républicain, dans le contexte national. J'ai déjà accompli mes devoirs et que je me rends compte que voilà. Malgré le fait que j'ai accompli mes devoirs, je n'ai pas ce retour en termes de droit. Voilà, c'est là maintenant, on est en mesure véritablement de réclamer. Alors ce que je peux ajouter, c'est que je voudrais mettre l'accent sur un aspect, c'est ceux qui, je vais dire, vont demander de l'aide pour dire venez m'aider à réclamer tel droit. Peut-être que je suis en train de quitter le champ de votre question. Non, allez-y toujours. Tant que ça permet quand même de... C'est surtout parce que je vois quelque chose souvent quand on voit que on a besoin de telle chose que nous, on voit que c'est notre droit et qu'on n'arrive pas à faire plier celui-là qui doit nous rendre ce que nous considérons comme ce droit. On a tendance à aller demander l'aide d'une personne influente, ou bien je prends même le cas des ONG qui sont dans la défense des droits de l'homme ou bien des droits de l'enfant et tout. Et lorsqu'on va vers ces gens de personnes, on pose la situation. Moi, je pense que je ne connais pas pour les ONG, mais je vais parler en termes des personnes influentes et tout dans la société, puisque nous sommes dans le cadre
Donc, ce que je demande souvent, c'est que ceux-là puissent déjà commencer par poser la question. Je vais prendre le cas surtout des adolescents qui commencent déjà par poser la question à ces adolescents pour demander est-ce que par rapport à telle chose que tu voudrais que je t'aide à réclamer en termes de droit, est-ce que tu as déjà joué ton rôle en ce sens? Parce que très souvent, il y a ceux-là qui manquent et qui constituent même des conflits dans notre société et tout. On demande que les autres nous aident à réclamer tel droit alors qu'on n'avait pas accompli nos devoirs en amont. Et celui-là même, ça met en porte-à-faux. Voilà, celui même qui veut nous aider ne se demande pas, ne pose pas la question de savoir est-ce que par rapport à telle chose, tu as déjà accompli telle chose pour être vraiment en mesure de ne pas aller dans le décor. Vous voudrez vous dire. Merci beaucoup, Roch Wekessi. Nous sommes à quelques minutes seulement de la fin de cette émission. Je voudrais rapidement revenir à Joris Veumpe pour nous dire quelle est l'actualité de l'ONG Action Sociale. Nous sommes en début d'année de nouvel an 2024. Alors dites-nous quel est l'agenda au niveau de l'ONG Action Sociale. Vous avez certainement des activités en cours ou à venir. Parlez-nous-en. Effectivement, nous avons une série de rencontres avec les patrons d'ateliers, les patrons qui sont avec nous dans le cadre du projet NPL, là où nous avons créé les clubs Aflatine. Et nous avons une série de rencontres avec eux, une série de rencontres pour sensibiliser et informer aussi sur l'éducation sociale et financière et sur le projet NPL, sur les avantages du projet et sur l'opportunité que le projet est véritablement pour les adolescents, surtout ceux qui sont dans ce club Aflatine-là. Donc nous avons, d'ici la semaine prochaine, nous allons rencontrer le collectif, l'ensemble des patrons qui sont au niveau du collectif de la ville de Porto-Novo. Le collectif des artisans de la ville de Porto-Novo. Également, nous allons rencontrer ceux d'Adjara. Et en plus de ça, nous avons une autre activité de formation, de sensibilisation sur l'éducation sociale et financière avec les EM de Porto-Novo. Les conducteurs de taxi-moto de Porto-Novo également. Voilà ce que je peux dire en termes d'agenda que nous projetons au niveau de l'organisation sociale pour la semaine prochaine. Déjà la semaine prochaine. Hein? Oui. Voilà, c'est déjà bien de le savoir. Je crois aussi qu'il faut préciser que le collectif des étudiants conducteurs de taxi-moto avait déjà bénéficié d'une séance d'échange avec l'ONG Action Sociale et c'est consécutif à cette séance qu'ils ont voulu donc une formation en bonne et due forme sur l'éducation sociale et financière. Preuve que justement, cette trouvaille est bien appréciée et donc que son importance n'est plus à démontrer. Les séances que vous projetez avec les patrons d'ateliers au sein des collectifs, je crois que ce n'étaient pas des séances qui sont venues aussi est nihilo. Roch Wekessi a envie de me parler de ce qui a amené justement à ces séances, même si, il faut le dire, c'est des séances qui étaient déjà prévues à l'entame, mais du fait donc des soucis d'agenda, et ces séances viennent maintenant après quelques situations, n'est-ce pas, Roch? Oui, en fait, ces séances, c'est pour permettre à ce que les patrons d'ateliers puissent savoir quel est dans quel objectif nous sommes venus dans leurs ateliers et puissent toucher du doigt. Puisque je crois lors de ces séances, on essaie quand même de leur montrer beaucoup plus quels sont les avantages de ces formations pour leurs apprenants. Et c'est surtout, et même pour eux-mêmes. Et même pour eux-mêmes, voilà. C'est surtout parce que ces éducations-là permettent aux enfants d'avoir d'autres idées de ce qu'ils sont venus faire dans les ateliers. Ça leur permet également, je vais même dire tout simplement pour ne pas trop parler, ça permet de maintenir les enfants dans les ateliers. Ça veut dire quoi? Si les enfants sont en atelier, déjà ils écoutent des trucs de gauche à droite qui va peut-être les amener à ne plus suivre les formations et tout et vaquer à autre chose. Ça pourrait le permettre. Ça circonscrit la déperdition. La déperdition, voilà. Donc, merci beaucoup, Roch Wekessi. 55 minutes, c'est vite passé. Nous sommes pratiquement à la fin. Et pas pratiquement, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je voudrais donc vous remercier, Roch Wekessi. Merci d'être là, d'avoir été là. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Action Sociale et par ailleurs responsable
suivi évaluation du projet NPL3, projet dans le cadre duquel nous sommes sur cette émission. Roch Wekesi, lui, il est facilitateur, c'est un agent de terrain, facilitateur sur le même projet. C'est donc lui et ses autres collègues qui s'occupent de nos adolescents au niveau des ateliers d'artisans dans les villes de Porto Novo. C'est Mepodi Dangbo à Diara, je n'ai pas oublié de commune, je crois. Bisrété, bien évidemment. Nous avons bénéficié donc du soutien technique de Samuel Rundjo sur cette émission. Je suis devant ce micro fidèle, c'est dans vos noms de l'ONG Action Sociale. L'émission, c'était Tribune du Savoir, émission de l'éducation sociale et financière dans le cadre du projet Autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière mise en œuvre ici par l'ONG Action Sociale grâce donc à l'appui technique d'Aflatoon International et l'accompagnement financier de la Loterie nationale des Pays-Bas. Ce sera tout pour cette édition de Tribune du Savoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Eh bien, bon début de week-end à chacun et à tous et à vendredi prochain. Tribune du Savoir. Tribune du Savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale 6 à Agbokou dans la ville de Porto Novo. Tribune du Savoir, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Tribune du Savoir, c'est avec Aflatoon International et l'appui financier de la Loterie nationale des Pays-Bas. Suivez Tribune du Savoir tous les vendredis à partir de 17h sur Radio GDS 89.5 FM. Tribune du Savoir, l'ONG Action Sociale vous donne l'information pour savoir bien agir socialement et financièrement.